Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Monaco Info. Tout de suite, les titres de cette dernière édition de la semaine. Nous reviendrons sur l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Fabien Bonilla vous présentera la nouvelle grille de rentrée de Radio Monaco. Puis nous prendrons la direction de Paris avec la poursuite du cycle de conférences à l'Institut océanographique. Et enfin, le Festival de Cannes expose en principauté. Ruben Selam vous fera découvrir les talents cachés de Gilles Jacob. Nous ouvrons ce journal avec l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Elle avait lieu ce vendredi à l'hôtel Hermitage. À la fin de cette assemblée, le président du conseil d'administration de la SBM a répondu aux questions de la presse, dont celle de Patricia Navarro. Dans un contexte international difficile avec en toile de fond une détérioration de l'environnement économique dans de nombreux pays, l'objectif de la Société des Bains de Mer est bien aujourd'hui de résister. Et quelques mois après la mise en place d'un plan de relance et de redressement, la tendance est déjà meilleure, même s'il est encore prématuré de parler d'embellie. C'est tout le sens du message délivré par les dirigeants de la SBM lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société à l'hôtel Hermitage. Depuis le début de l'exercice, c'est-à-dire le 1er avril 2012, l'activité est satisfaisante. J'essaye d'être prudent vu l'environnement économique, mais en gros, l'activité jeu est équivalente à celle de la même période de l'année précédente et l'activité hôtelière sous ses deux formes, hébergement et restauration, est en progression assez sensible et même meilleure que ce que nous avions budgété. Donc nous sommes plutôt satisfaits de cette évolution-là. Au niveau des perspectives au-delà de la période que nous venons de connaître, c'est-à-dire qui est quand même la période de haute activité de la société, quand on regarde les réservations au niveau hôtellerie, on a l'impression que cette tendance se maintient, mais notre visibilité, elle est sur quelques mois. Et pour continuer à attirer une clientèle importante en principauté, malgré la crise, la Société des Bains de Mer a décidé de rester proactive et va maintenir son niveau d'investissement pour assurer une qualité maximale d'accueil à ses établissements, une qualité qui a depuis toujours contribué à la notoriété du groupe. Au niveau domestique, national, en principauté, nous sommes très proactifs sur 3 fronts, et ce sont les objectifs que le conseil d'administration fixe à la société. La première, c'est que nous devons amplifier les effets de ce qu'on a appelé le plan Renaissance sous ces 2 aspects. Nous devons continuer une grande discipline au niveau des coûts et donc pas de renouvellement des départs à la retraite, un programme d'encouragement au départ à la retraite anticipée. Ça, c'est pour la réduction des coûts. Pour ce qui est du développement du chiffre d'affaires, nous lançons un certain nombre d'initiatives dans des pays plus éloignés que celles de notre clientèle traditionnelle, et je veux pour preuve des initiatives en Turquie, en Russie et pays de l'Est. Et dernière perspective importante de développement pour cette société, c'est le projet immobilier dont nous avons souvent parlé. Au cours de l'exercice, nous avons terminé et livré le Balmoral, qui est aujourd'hui entièrement loué et qui amènera des revenus additionnels à la société. Et nous nous consacrons maintenant énormément à la réalisation qui devrait débuter en début 2014 du projet en lieu et place du Sporting d'hiver. Un effort constant portera aussi dans les prochains mois sur l'activité jeu en ligne, malgré des conditions d'exploitation parfois délicates sur le marché français en raison d'une offre insuffisamment attractive et de l'application d'une taxation lourde. L'objectif reste bien de faire de Betclic Everest Group l'un des acteurs majeurs de son secteur en Europe. Dans l'actualité en bref et en images, la principauté rend hommage à la princesse Grace durant tout le week-end à travers l'événement Grace, a Symbol of Change. Plusieurs manifestations rythmeront cet hommage. La journée de samedi sera consacrée à l'actrice avec un mini-festival de documentaires au théâtre Princesse Grace. Il sera suivi dans la soirée par la projection de La main au collet. L'élégance sera sur le devant de la scène dimanche avec la première édition du concours international de chapeaux Ladies and the City au Monte Carlo Beach. Vous l'écoutez peut-être chez vous ou dans votre voiture, la fréquence 95.4 FM correspond à celle de Radio Monaco. Et lundi, la radio effectuait sa rentrée avec de nouvelles émissions et de nouvelles voix. Fabien Bonilla vous en dit plus. Bonne journée sur Radio Monaco, c'est le respect de la musique. Le nouveau Muse, c'était Madness, il est 8h25.
comme tous les matins, mon cher Franck Herman, votre humeur du jour, une rentrée sous le signe du travail. Septembre est bien sûr synonyme de rentrée scolaire, mais également de rentrée télé et radio, avec les nouvelles programmations. Radio Monaco n'y échappe pas et présente sa nouvelle grille. Radio Monaco s'installe comme une radio nationale depuis maintenant une petite saison et on se devait de plus que jamais structurer la radio en matière d'information. Donc c'est la grande nouveauté de cette rentrée pour Radio Monaco, c'est l'information avec en fait, toutes les grandes tranches horaires qui sont totalement relookées en info. En tout cas, on se devait de proposer une bonne radio musicale et nourrie en matière d'information et proche en fait des Monégasques. Alors c'est vrai que l'on a un studio ici, nous sommes au Gildo Pasteur Center, nous avons aussi un studio qui nous permet d'être sur le terrain en une demi-heure et là sur l'automne on aura un quart régie Radio Monaco, donc on nous verra comme il faut en principauté, mais c'est bon techniquement pour nous, moins de problèmes de liaison et c'est bon aussi pour nos invités, des invités qui seront plus confortables dans ce quart régie, ce qui nous permettra d'être directement, je ne sais pas moi, sur l'espace du Larvoto par exemple. On a une émission très prochainement, le lundi prochain pour la semaine de l'environnement. Voilà, ce quart régie va nous permettre de coller au plus proche du quotidien en tout cas des Monégasques. Le ministre de la Défense réchappe à un attentat. Radio Monaco sur Internet, radio-monaco.com. Radio Monaco est une équipe composée de 12 permanents, comprenant 5 journalistes, dont le nouveau rédacteur en chef, Jean-Christophe Dimino, un ancien journaliste d'RMC et de Monaco Info. En ce qui concerne les émissions, la matinale est animée par Christophe Laury, Anna Huprel, Franck Herman et Jean-Christophe Sanchez, et ce jusqu'à 9h30. À noter une nouvelle émission de 17h à 19h, GMT+, avec Jean-Christophe Dimino. Oui, GMT-7, San Francisco, peut-être l'émergence d'un nouveau mode de livraison à domicile. Il est bientôt 7h et il commence à faire faim. C'est en marche. C'est un service qui s'appelle Tacocopter. C'est à San Francisco donc. C'est une émission de curiosité, de découverte. C'est un magazine masculin en fait. Une émission hybride d'accompagnement, fin de journée, 17h, 19h. On accompagne les auditeurs et on va raconter des histoires. On va à la rencontre de personnalités qui ont des choses à dire et qui sont là dans une capitale étrangère, éloignée, plus proche. On raconte des histoires comme ça, plutôt sympathiques, on espère. Malher qui allume la télé avec Nico. Oui, mon cher Christophe, bravo, hein. Merci Aurélie. Merci Malher. La place est chaude, merci les La place amis. est chaude, Ouais, pas c'est de quoi. sympa. Après GMT+, de 17h à 19h, place au Troublion de Radio Monaco. Malher allume la télé, c'est le titre de sa nouvelle émission de 19h à 21h. Avec leurs 2 télécommandes, Malher et Nico refont le monde, ou du moins commentent les programmes télé du moment. Voilà pour les quotidiennes, sans oublier les rendez-vous hebdomadaires ou mensuels comme la culture avec Full Access ou encore la politique avec Face à la presse. En termes d'audience, sur une vingtaine de radios audibles en principauté, Radio Monaco se positionne à la 6e place, au coude à coude avec RTL et France Info. A noter que Radio Monaco est numéro 1 dans la catégorie socio-professionnelle supérieure, autrement dit les décideurs et les cadres. Depuis le début de l'année, l'Institut océanographique de Paris organise un cycle de conférences sur les abysses, richesses et fragilités. Ce mercredi, il était question de la catastrophe pétrolière au large de la Louisiane survenue il y a 2 ans. Fabien Bonilla, Sylvain Péroumal et Lionel Bernardi étaient à l'Institut océanographique de Paris. Vous voyez leur reportage. Souvenez-vous, il y a 2 ans, le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière britannique BP explose à 80 km des côtes des États-Unis. Un accident qui fera 17 blessés et 11 disparus. Commence alors le plus important déversement d'hydrocarbures connu à ce jour. Deepwater Horizon était le nom de cette plateforme. Deepwater Horizon, 2 ans après, voici le thème de la conférence donnée ce mercredi par Christophe Rousseau du CEDRE, un centre de recherche sur les pollutions accidentelles des eaux. À ce titre, il est revenu sur cette catastrophe dans le golfe du Mexique. C'est une catastrophe extraordinaire parce que on n'a pas si souvent que ça des blow-out, des éruptions de puits. 780 000 tonnes de pétrole brut léger déversé, c'est après Stock One en 1979. On n'avait pas connu de grands rejets de ce style-là. L'impact sur l'environnement est encore méconnu. Il y a très peu de résultats scientifiques publiés. Des négociations sont encore en cours entre les pollueurs et les pollués. On a très peu
aujourd'hui de résultats scientifiques publiés pour nous donner une vraie évaluation de l'impact de ce pétrole sur cet environnement marin, dans la mesure où les Américains donnent une valeur commerciale en quelque sorte à l'environnement. Ils ont lancé une procédure réglementaire qui s'appelle le NRDA, Natural Resource Damage Assessment, l'évaluation du dommage environnemental, qui est une procédure contentieuse pour estimer le dommage. Et tant que cette négociation amiable entre les pollueurs et les pollués n'est pas terminée, on n'a pas accès vraiment aux résultats scientifiques. En attendant que les négociations aboutissent, le constat est donc encore provisoire. Sur la macrofaune, les oiseaux, les dauphins, les crocodiles, bon, il y a des animaux qui sont morts, donc bon, alors maintenant, il faut prouver qu'ils sont bien morts à cause de la pollution. Ça va prendre encore du temps. Sur le milieu profond, on a constaté qu'au niveau de cette espèce de nuage d'hydrocarbures légers qui se sont dissous et dispersés par 1200 mètres de fond, il y a eu une attaque bactérienne pour la digestion de ces hydrocarbures. Et donc là aujourd'hui, il faut essayer à nouveau de mesurer quelle est l'étendue de cette consommation par les bactéries de ces hydrocarbures. Et puis on a constaté vers 10-11 km du point de rejet un certain niveau de pollution de barrières coralliennes au fond, tout au fond de la mer. Et puis certains niveaux de plancton, le premier et le deuxième niveau, dans certains endroits, on a pu mesurer des hydrocarbures qui viennent peut-être, c'est pas encore sûr, du pétrole de Deepwater Horizon. Vous l'avez compris, le bilan de cette catastrophe devrait traîner environ 5 ans si les négociations aboutissent à l'amiable, et beaucoup plus longtemps s'il doit y avoir un procès. Et la prochaine conférence des mercredis de l'Institut océanographique de Paris aura lieu le 10 octobre prochain. Elle aura pour thème la recherche de nouveaux réservoirs d'hydrocarbures dans les grands fonds. Direction Fontvieille à présent, où l'association Artcol organise une exposition consacrée aux passions cachées des artistes. Après les peintures de Robert Redford en 2011, ce sont les photographies de Gilles Jacob qui sont présentées cette année. Voyez le reportage de Ruben Selam. Président du Festival de Cannes, écrivain ou encore réalisateur, la vie professionnelle de Gilles Jacob est déjà bien remplie, mais l'homme est en perpétuelle quête de nouveautés. Il se tourne désormais vers la photographie et pour jongler entre ses différentes casquettes, un seul secret. C'est de beaucoup travailler. Et donc petit à petit, je me suis habitué à passer d'un travail d'organisateur à un travail artistique, que ce soit des livres, des photos, des films de montage que je fais beaucoup. Et maintenant, je fonctionne sur Twitter. Alors ça, c'est mon nouveau dada. Je tweete. L'artiste mise sur le mouvement et la spontanéité et dévoile sa conception d'une photo parfaite. C'est quand vous arrivez à capter un moment de vie, plus que la qualité technique, parce que la qualité technique, elle est beaucoup fonction des objectifs que vous avez. Moi, ce que j'aime, c'est voler des photos, prendre des photos au vol, sans perdre du temps à sortir l'appareil, faire des réglages, etc. À ce moment-là, le sujet s'est envolé. Des artistes présentés à contre-emploi et Gilles Jacob comme invité d'honneur, voici le cocktail proposé par l'association Arcol pour la 2e édition d'Alternative Light. L'idée de Arcol Art, c'était de présenter des artistes qui sont connus dans d'autres domaines de la créativité et de les faire dévoiler leur passion, un petit peu leur jardin secret. Cette année, on a M. Gilles Jacob, dont la passion, c'est la photo. Ce n'est pas une passion cachée, c'est une passion qu'il dévoile depuis plusieurs années. Il est un touche-à-tout, il est très content d'assumer ce statut. C'est merveilleux de l'avoir ici dans cette expo. L'exposition a débuté ce mercredi et vous avez jusqu'à dimanche pour vous rendre au chapiteau de Fontvieille et découvrir le travail original d'un des hommes les plus influents du 7e art. Nous passons au sport à présent et la reprise du championnat de handball ce week-end. Vous le savez peut-être, l'ASM évolue en National 3 et pendant l'intersaison, l'équipe a quelque peu changé. Alors quels sont ces changements et surtout quel est l'objectif de l'ASM handball cette saison? Les réponses avec Frédéric Elion. Après 6 semaines de préparation, un match abouti en Coupe de France, synonyme de qualification pour le 2e tour.
l'ASM Handball retrouve le chemin du championnat de National 3 ce samedi avec la réception d'Avignon. Fort de leur très bonne saison passée, les Monégasques entament cette compétition avec ambition. L'objectif en N3, c'est toujours de faire mieux que l'année dernière. Alors l'année dernière, moi j'ai fait ça fait maintenant 11 ans que j'entraîne, l'une de mes plus belles saisons en termes de statistiques, 20 victoires, 3 nuls, 3 défaites. On ne monte pas avec 69 points, donc c'est faire mieux, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse mieux en termes de victoires. Maintenant, on sera peut-être mieux placé si la poule est très homogène et si les équipes se battent plus. L'année dernière, on avait la malchance de tomber sur 2 équipes qui n'ont pas perdu. L'entraîneur l'avoue volontiers, les joueurs sont impatients d'attaquer le championnat et pour cette première rencontre, le coach dispose d'un effectif quasi au complet. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe monte en puissance. On a fait un bon match donc, en Coupe de France la semaine dernière. Je pense que par rapport à la séance d'hier soir, on voit plus de vitesse, plus de tonicité. Donc je pense que les joueurs sont prêts physiquement. On a eu la chance de récupérer presque tout le monde. Julien Rousseau, l'ailier droit, sera arrêté encore pendant 2 semaines. Après, il faut savoir que Daniel Rivet, qui avait été suspendu la saison dernière, va purger ses 3 dates de suspension à commencer de cette année. Donc ratera les 2 premiers matchs du championnat et le match de Coupe de France. Et justement, Monaco connaît son adversaire pour le 2e tour de la Coupe de France. Ce sera le HB3e, l'entente Mougins-Sartoux-Mandelieu. Une équipe qui évolue une division au-dessus en National 2. Match dimanche 30 septembre au Stade Louis II. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Le week-end s'annonce ensoleillé avec des températures agréables. Il fera un maximum de 26 degrés samedi et dimanche. Lundi sera également une belle journée. Les températures seront supérieures au normal de saison. Le temps sera agréable mardi malgré la présence de quelques nuages. Le thermomètre grimpera jusqu'à 25 degrés. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, retrouvez une toute nouvelle émission sur notre antenne. Elle s'appelle Monacook et va vous permettre de pénétrer dans les cuisines des grands chefs de la principauté. Ils vont vous dévoiler une recette de leur choix. Pour ce numéro, Philippe Joannet, chef du Fairmont Monte Carlo, va revisiter une recette bien connue de la région, la pissaladière. À très bientôt sur Monaco Info.